Les avantages fiscaux pendant la phase d'exploitation, création d'une réserve nationale d'or, renforcement du contrôle de l'État, révision du système des taxes et redevances. Voici quelques innovations contenues dans le nouveau code minier burkinabé. En effet, la loi numéro 16-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant code minier a été promulguée le 31 juillet de la même année. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Zoom Mine. Vous l'avez certainement deviné, ce numéro spécial aborde les grandes innovations du nouveau code minier. Pour ce faire, nous recevrons dans un entretien grand format un acteur de la société civile qui totalise plus de 20 ans d'activisme pour une meilleure redistribution des ressources liées au secteur minier. Comme à l'accoutumée, avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons ce qui a fait l'actualité des 30 derniers jours dans le secteur minier burkinabé. Suivons. Au cours plus responsable. Je vous l'annonçais en introduction, Zoom Mine de ce mois est un numéro spécial. Dans l'entretien à suivre, nous vous plongeons au cœur des innovations contenues dans le nouveau code minier adopté en 2024. Ce nouveau texte entend renforcer la souveraineté de l'État sur les ressources naturelles, accroître les retombées de l'exploitation minière pour le pays et donner davantage de place aux investisseurs nationaux. Après 2 années de mise en œuvre, les objectifs de ce nouveau dispositif commencent-ils réellement à produire les effets attendus? Pour en parler, nous recevons Jonas Yen, chargé des programmes de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. Acteur engagé de longue date sur les questions de gouvernance minière et de transparence dans le secteur extractif, il a participé aux réflexions autour du nouveau code minier et intervient régulièrement sur ses innovations et les défis liés à sa mise en œuvre. Sans plus attendre, allons découvrir le contenu de l'entretien. Camarade Jonas Yen, merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes le directeur du programme de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. Pour planter le décor, pourquoi est-il devenu nécessaire de réviser le code minier de 2015? Merci pour cette occasion que vous nous offrez. Alors, la révision du code minier s'inscrit dans une vision globale de gouvernance du secteur minier et au regard du contexte nouveau et des nouveaux défis à relever. Alors, comme vous savez, depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités actuellement, il y a un certain nombre de réformes engagées dans plusieurs secteurs, dont le secteur minier. Et nous savons tous que le secteur minier est un secteur très stratégique à plusieurs plans, au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan environnemental aussi. Alors, au regard de la vision, de la nouvelle vision imprimée par les nouvelles autorités et en expérience de l'application du nouveau code, adopté en 2015, alors la retouche, sinon la révision du code minier était devenue nécessaire. Non seulement pour s'inscrire dans la nouvelle vision de gouvernance de notre secteur, mais aussi corriger les insuffisances qui ont été constatées à un moment donné de la mise en œuvre du code de 2015. Aujourd'hui, avec la loi 16 adoptée depuis le 18 juillet 2024, portant code minier du Burkina Faso, alors l'expérience déjà commence à montrer qu'il y avait un besoin effectivement urgent de relire le code minier précédent pour créer les conditions propices permettant au Burkina Faso de tirer grand profit de l'exploitation de ses ressources minières.
La société civile a joué un rôle important en termes de plaidoyer pour la révision du code minier. Les préoccupations que vous aviez portées ont-elles été prises avec l'adoption de ce texte final? Oui, on peut affirmer avec satisfaction que les différentes propositions, les notes de plaidoyer, les préoccupations majeures qu'on avait, les propositions que nous avons eu également à formuler ont été prises à plus de 80% dans le nouveau code minier. Alors, et ça nous donne satisfaction dans ce sens qu'il y a des préoccupations que la société civile avait exprimées depuis plusieurs années, que le code minier de 2015 n'avait même pas pu prendre en compte et qui se retrouvent aujourd'hui être consignés dans le code minier de 2024, ce qui nous donne un niveau de satisfaction très appréciable, très important. J'ai dit plus de 80%, même pour être modeste. Sinon, on peut même dire que c'est au-delà de 80% de propositions provenant de la société civile, ce qui montre aussi que les propositions que nous avons formulées, les soucis en termes de préoccupations qu'on avait, cadrent parfaitement avec la nouvelle vision de la gouvernance du secteur minier qu'ont aujourd'hui nos autorités. L'une des innovations de ce nouveau code minier, c'est que l'État passe de 10 à 15% de participation gratuite dans les sociétés minières. Pourquoi cette mesure est-elle importante? En réalité, le code minier de l'UEMOA donnait une tranche de 10 à 15% aux États exploitant les ressources minières. Alors, la question qu'il faut se poser plutôt, pourquoi depuis lors on s'était interdit d'aller jusqu'à 15%? Puisque nous on avait la possibilité, au regard du code minier de l'UEMOA, d'aller jusqu'à 15%. Mais on s'était toujours limité à 10%. Et se limiter à 10%, c'était des pertes pour l'État burkinabé. Aujourd'hui, nous sommes allés au plafond tel que prévu par cet instrument minier international. Donc c'est une logique que nous avons respectée. Et ça devient aujourd'hui un gain pour le Burkina Faso. Certainement que nous avions été influencés, comme d'habitude, par les entreprises minières internationales qui nous ont certainement dissuadés, de sorte qu'on était resté au 10%, ce qui n'était pas normal. Alors aujourd'hui, nous avons raclé le plafond et c'est du bénéfice pour notre pays. Le texte prévoit aussi l'ouverture du capital aux investisseurs burkinabés. Est-ce réalisable? Est-ce réalisable? Je pense que c'est parce que nous avons estimé que c'est réalisable que ça a été consigné dans la loi. Vous savez, il y a ce type de questions qu'on aime poser en Afrique et qui ne se posent pas dans d'autres continents. Il y a des pays, quand vous êtes une entreprise internationale d'une grande envergure, implantée dans un pays tiers, vous ne pouvez pas vous enfermer à vous seul. Parce que vous êtes propriétaire de l'entreprise, dira-t-on, oui, pour être les seuls à gérer. Il faut qu'il y ait aussi des nationaux à l'intérieur. Ça fait partie du bénéfice que le pays qui possède la ressource aussi tire quelque part. Donc, en demandant d'ouvrir le capital, c'est pour permettre à l'État qui a la possibilité, en dehors des 15% aujourd'hui, de souscrire à d'autres actions. Permettre également aux entreprises privées burkinabées qui souhaitent entrer dans des sociétés minières de pouvoir y prendre des actions. Et c'est dans cet esprit-là, qui vise également à la promotion du contenu local dans le secteur minier, que cette disposition a été inscrite dans le code minier et qui n'est pas aussi en déphasage avec ce qui existe ailleurs.
Voilà, donc je pense que c'est bel et bien, c'est bien faisable. Ne regardez pas les sociétés minières comme des entités extraordinaires. Voilà, c'est comme toute entreprise privée, internationale, multinationale, dans lesquelles les gens souscrivent, prennent des actions. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu aussi des Burkinabés qui demandent est-ce que c'est normal même qu'on demande aux sociétés minières qui sont venues avec leur argent, qui ont fait des investissements antérieurs, d'ouvrir comme ça pour qu'on a... Oui, c'est bel et bien normal. Et je pense que le code minier l'a très bien perçu. Les autorités aussi qui sont allées dans ce sens ont très bien perçu. Avec l'adoption de ce nouveau code minier, les collectivités territoriales et les communautés vont-elles percevoir davantage de retombées? Oui, de façon directe, il y a le Fonds minier de développement local, comme on l'appelait, qui existe toujours. C'est vrai qu'il a changé d'appellation. On ne dit plus Fonds minier de développement local, mais Fonds minier de développement tout court. Parce qu'avec la révision du code, il y a eu des réformes aussi au niveau de ce fonds minier de développement qui existe toujours, qui va continuer à être le bénéfice direct au profit des collectivités territoriales. En plus d'autres profits tels que ce qui peut entrer dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, les patentes et autres. Mais ce qui est intéressant encore ici, avec la nouvelle loi minière, c'est de dire qu'au profit des communautés, il est prévu ce qu'on a appelé le plan de développement communautaire. Le plan de développement communautaire doit être élaboré d'abord et mis en œuvre par les sociétés minières, en complément des projets inscrits dans le plan communaux de développement, les PCD. Donc ça aussi, ça vient renforcer les opportunités à offrir aux communautés locales. Donc ces plans de développement communautaire sont en réalité des projets structurants qui auront un impact durable dans la communauté, qui est exigé désormais aux sociétés minières de mettre en œuvre sur le terrain dans les zones minières où elles sont implantées. Donc quand vous prenez ça, vous ajoutez au fonds minier et d'autres types d'opportunités, je pense que ça vient renforcer le gain. De par le passé, on vous parle beaucoup plus de RSE, dont l'impact n'est pas aussi significatif dans plusieurs localités. Maintenant, avec le plan de développement communautaire qui est en train de s'implanter, sur lequel nous tous nous allons suivre, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact pour les communautés, ajouté au projet que le fonds minier va financer. Le nouveau code minier aussi insiste sur la transformation locale des ressources minières. Pourquoi est-ce un enjeu stratégique? Je pense que c'est ce volet qui a trop duré même avant d'arriver. Vous imaginez ce qu'il y a sur toute la chaîne de valeur de l'or. On vient, on nous prend l'or brut, on nous paie quelques taxes, on amène là-bas, on transfère tout là-bas. Bon, vous pouvez voir quelques-uns avec les bijoutiers là qui peuvent avoir de l'or avec les orpailleurs et autres. Mais le plus gros lot là. Vous savez à quoi sert l'or? Pourquoi parfois on est prêt à détruire tout un pays pour prendre de l'or? Donc, en décidant de transformer les ressources minières aussi, les produits miniers aussi chez nous, ça permet de faire tourner notre économie, de donner du travail, de l'emploi à notre jeunesse, de contribuer à l'industrialisation de notre pays, au développement de notre... C'est un enjeu majeur. Et je dis que c'est tard venu parce que depuis le début de l'activité minière au Burkina Faso, on aurait dû commencer par ça. Parce qu'en réalité, c'est toute notre économie qui s'envole, qui va développer d'autres pays. La création d'une réserve nationale d'or est présentée comme une innovation majeure. Quel est son intérêt pour l'économie du Burkina Faso? Vous ne pouvez pas vous faire appeler grand cultivateur
Et vous n'avez même pas de grenier. Mais c'est en quoi vous êtes grand cultivateur? On dit, ah, celui-là, c'est un grand cultivateur. Hein. Tu arrives chez lui, il n'y a pas de grenier, il n'y a même pas un seau qui contient, j'allais dire, des graines de maïs. Mais donc, peut-on dire que quand vous avez émis l'idée, ça a peut-être fait rigoler ou bien comment ça? Je vous explique. Ça fait sourire, mais ça n'a pas fait sourire en tant que tel, ça fait fâcher. On nous a dit non, on ne peut pas, on ne peut pas. J'ai dit mais on ne peut pas, pourquoi? Première raison, on ne peut pas parce que le Burkina Faso n'a pas sa monnaie propre. Que le CFA, ce n'est pas la monnaie du Burkina. Donc à partir du moment où nous n'avons pas notre monnaie propre, on ne peut pas constituer une réserve d'or. C'était la première raison. La deuxième raison, si on tenait à constituer une réserve d'or, il fallait qu'on ait l'accord de la France. Et que si la France venait à marquer son accord, on devrait passer par la BCEAO. Pour que la BCEAO se charge de constituer la réserve d'or à notre place. Et en fait, pour déposer à la BCEAO là-bas. Bon, pour dire que même si on constituait, ce n'était pas notre or en réalité. Aujourd'hui, je m'amuse à demander à certains, je dis, mais maintenant qu'on a constitué la réserve d'or sans l'accord de la France, qu'est-ce que vous me dites? Bon. On me dit, oui, c'est une décision politique. Oui, mais ça devait être une décision politique également. Aujourd'hui, la réserve d'or est quelque chose de très stratégique pour nous. Très stratégique. Je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, que ce soit du point de vue économique, du point de vue géopolitique, du point de vue politique. C'est quelque chose que les Burkinabés doivent applaudir des deux mains. Les nouvelles dispositions concernant le secteur de l'artisanat minier permettront-elles de mieux lutter contre la fraude et la contrebande? Pendant une quinzaine d'années, nous avons manipulé les quantités d'or qui proviennent de l'exploitation artisanale de l'or. On n'a jamais pu collecter 500 kg d'or. Alors que dans la pratique, les travaux montrent qu'il y avait 10 tonnes, 15 tonnes d'or qui provenaient de l'exploitation artisanale de l'or. Alors, avec l'arrivée des nouvelles autorités et la création de la SONASPE, la Société nationale des substances précieuses, et avec les sensibilisations sur le fait que, il faut jouer au patriotisme, il faut faire en sorte que l'or ne sorte pas du territoire national. Au bout d'une année, on est passé de ce moins de 500 kg à 8 tonnes du coup. On sent une nette amélioration en matière de quantité d'or captée par l'État à travers la SONASPE. Quels sont les principaux défis pour une application effective de toutes ces réformes-là? Le premier défi, c'est la compréhension même de ces réformes-là par certains acteurs, notamment le secteur privé burkinabé. On l'a fait dans l'intérêt des nationaux. Il faut que les gens comprennent le bien fondé de ça et qu'ils s'engagent à s'intéresser au fur et à mesure au secteur minier. L'autre aspect, c'est le suivi, c'est le contrôle. Une chose est d'avoir de très belles lois, une autre c'est leur application effective. Nous avons la chance aussi que pour la première fois de l'histoire du secteur minier burkinabé, nous avons une loi et au bout d'une année, à tous ces tests d'application, plus d'une trentaine. L'autre aspect, c'est l'engagement même des différents acteurs du secteur minier. Nous, de la société civile, l'État, les entreprises minières, les collectivités territoriales, les communautés locales des zones minières. Les médias aussi.
À ce niveau, nous sommes dans une phase de mise en œuvre du code minier. Chacun doit jouer sa partition. On peut dire que l'État a joué une grande part de son rôle en mettant en place un code minier révolutionnaire qui tient compte des attentes et des préoccupations des Burkinabés, en prenant les tests d'application de façon intégrale, en mettant les mécanismes qu'il faut. Il va continuer à collecter ce qu'il doit collecter pour le trésor public. Nous aussi, on doit veiller, s'assurer que les choses se collectent normalement. Il doit continuer à regarder les questions environnementales. Nous aussi, on doit pouvoir faire des travaux indépendants pour s'assurer que les choses se passent normalement. Les médias que vous êtes, pouvez faire des productions sur la mise en œuvre du code minier afin d'en apprécier la performance dans sa mise en œuvre. Peut-être que ce que nous tous, on va dégager comme insuffisance, ça peut alimenter ou favoriser d'autres réformes. Quels sont les indicateurs qui permettront de dire dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans que ce nouveau code minier-là a été un succès? Il y a des données qui sont produites régulièrement chaque année ou même chaque semestre qui vous donnent des informations sur la quantité d'or produite et ce que ça a rapporté en termes d'argent. Le rapport de l'ITIE fournit également des informations majeures sur la gouvernance du secteur minier. Quand on regarde aujourd'hui, malgré la crise sécuritaire, malgré le nombre de mines en production qui a chuté à un moment donné, quand vous faites l'analyse du passé au présent en termes de gouvernance du secteur minier, nous qui sommes dedans depuis des années, quand on fait l'analyse, on voit où on avait quitté et où on est actuellement et où on est en train d'aller au regard de la vision qui est en train d'être imprimée. Nous, on est fondé à dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tout au plus dans 20 ans, quand on va parler des sociétés minières au Burkina Faso, on dira plus peut-être que c'est des sociétés minières canadiennes, australiennes et autres, mais ça va sonner société minière burkinabé. Peut-être que c'est nous qui allons employer les autres. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette rubrique L'Entretien. Nous recevions Jonas Yen, un acteur de la société civile burkinabé. Fidèles téléspectateurs de Zoom Mine, c'est tout pour ce numéro spécial qui abordait les innovations et les défis liés à l'adoption en 2024 du nouveau code minier. Merci à tous pour votre constante fidélité. Par ma voix, l'équipe de réalisation vous traduit toute sa reconnaissance tout en vous donnant rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Bonne suite du programme sur la RTB.